Alors, je remercie Christian de m'avoir invité à cette soirée et c'est avec plaisir que je réponds à son invitation. Et donc, l'idée était de parler du livre qui vient de sortir récemment et qui est donc Vivre au quotidien avec la personne âgée. Et donc, c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de pratique, de réflexion, d'accompagnement. Et donc, j'ai voulu publier ce livre parce que ça me semble important de donner des repères pour comprendre ce qui se joue non seulement dans la vieillesse, mais aussi ce qui se joue en nous sur le plan psychologique aux différentes étapes de la vie. Parce que pour moi, il y a un lien entre la manière dont on vit sa vieillesse et ce qui a pu se passer plus tôt. Et donc, en fait, j'ai deux amours. Le premier, c'est la PNL, où je suis formée en PNL depuis pas mal d'années, puisque j'ai découvert la PNL tout au début qu'elle est arrivée en Belgique et en France. Et donc vraiment, je me suis spécialisée et je continue d'être vraiment fidèle à la PNL parce que c'est une approche qui est vraiment sensationnelle, à la fois pour accompagner, puis pour comprendre notre fonctionnement et pour avoir accès à du changement. Et la deuxième chose où j'ai découvert que j'aimais la vieillesse et les personnes dites âgées. Quoique, être âgé, ça dépend de l'âge que l'on pense que l'on est âgé. On peut être âgé très jeune ou très vieux, ça dépend. Et donc, j'aime beaucoup cette citation, je ne sais pas de qui elle vient. Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt de rajouter de la vie à ses années. Voilà. Alors, pourquoi la personne âgée? Alors, je vous parle un petit peu de mon histoire, un petit peu comment j'en suis arrivée à m'intéresser à ce sujet. D'abord, j'ai rencontré des femmes vieillissantes, approchant les 90 ans, dont j'étais très proche. Et ces femmes m'ont impressionnée par leur force de vie, par leur désir de vivre et de trouver encore dans la vie du sens et du plaisir. Et bon, ces femmes me touchaient beaucoup. Ensuite, j'ai eu une expérience d'une dizaine d'années dans un centre qui s'appelle le Corépré, Collège régional de prévention, qui s'était ouvert à Lille en 1981. Et ce centre s'était ouvert parce qu'il y avait eu une enquête faite sur la région. À cette époque, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à la retraite ou qui étaient pré-retraités. Et en fait, cette population n'allait pas bien du tout. Elle souffrait de dépression, de troubles psychosomatiques et d'isolement. Et donc, la CAFSIC, qui était une caisse de retraite, avait décidé d'ouvrir un centre pour accompagner cette population qui était en grande souffrance. Et donc, moi, à l'époque, j'étais formatrice, mais je cherchais quand même un peu plus de stabilité. Et donc, j'avais été recrutée par ce centre pour accompagner cette population. Et nous étions 4 psys avec des orientations très différentes. Moi, je faisais du groupe avec les gens et de l'entretien individuel. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, n'est-ce pas, puisque j'avais 40 ans de moins, donc ça fait un bail. Mais à l'époque, je me disais, ouais, travailler avec des personnes âgées, je ne sais pas si je vais aimer ça. J'étais encore sans doute un peu trop impulsive. Et donc, j'hésitais beaucoup à aller dans ce centre, mais finalement, j'y suis allée. Et là, j'ai découvert cette population, entre guillemets, vieillissante, et j'ai découvert des ressources insoupçonnées chez eux,
qui rejoignaient la PNL, parce que c'était le moment où je commençais à me former à la PNL, que vraiment ils avaient en eux plein de potentialités et qu'il suffisait d'allumer une petite étincelle pour que les potentialités se développent et se mettent en place. Et donc, j'ai découvert que finalement, la vieillesse, c'est une vue de l'esprit que nous avons. Et tout dépend de la manière dont on aborde les choses, dont on les conçoit. Et dans cette période, j'ai eu la chance de rencontrer en Belgique Naomi Feil, qui est une spécialiste, enfin, qui a créé un modèle qui lui appartient d'approche et de compréhension des personnes désorientées dans le grand âge. Et donc, suite au stage que j'ai fait avec elle, et je l'ai fait venir à Lille également, je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne le disait pas, mais ce qu'elle pratiquait était essentiellement de la PNL. Et donc, en l'écoutant, comme je travaillais beaucoup à l'époque pour améliorer les communications entre les personnes, j'ai construit un modèle inspiré beaucoup de Naomi Feil, mais aussi de notions de psychologie, parce que ce qui me semble important, quand on travaille avec les gens, quand on les aide, quand on est dans une position d'aidant, ce qui me semble important, c'est de comprendre les choses et pas d'appliquer des choses simplement parce qu'on dit qu'il faut les appliquer, mais de comprendre l'impact que cela a. Et donc, j'ai construit un stage que j'ai pu expérimenter beaucoup dans des structures, des hôpitaux, des maisons de retraite, pour permettre au personnel de mieux s'adapter, de vivre mieux leur relation avec la personne âgée. Et souvent, les stagiaires me disaient, mais quand est-ce que vous allez écrire un livre? J'ai dit un jour je ferai. Et puis voilà, je l'ai fait enfin, après une gestation qui a été très longue. Mais bon, l'intérêt, c'est de l'avoir produit. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce contenu de livre, comment je l'ai conçu, mais aussi des liens qu'on peut faire tant avec la PNL qu'avec la psychologie. Alors, on sait tous alors vous avez vu la belle citation de Bazin, je suppose, la vieillesse, retenez les 3 premières lettres, vie, et ne vous préoccupez pas du reste. J'adore cette citation parce que c'est vraiment le cœur de la relation avec les personnes âgées, qui la plupart du temps arrêtent de vivre et qui survivent. Et donc, rester en vie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr, vous savez que nous passons par différentes étapes dans la vie. Tout le monde sait ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se référer à des théories qui ont été faites par des gens et qui sont quand même intéressantes à connaître parce que ça donne des repères sur ce que nous vivons. Par exemple, tout le monde connaît Freud, le père de la psychanalyse, mais il a détaillé la vie en différentes étapes. Alors, la théorie freudienne, pour que l'individu se développe, il faut qu'il recherche du plaisir. S'il n'a pas de plaisir, il ne va pas évoluer, il ne va pas se développer. Donc, Freud a ciblé sa théorie sur le plaisir. L'enfant va passer par différentes étapes. Le premier stade par lequel l'enfant passe, c'est ce qu'il a appelé le stade oral. C'est-à-dire que l'enfant va trouver du plaisir à sucer, à manger, et à manger surtout du sucré. Donc, c'est la première étape de sa vie auquel il va se connecter, c'est la bouche qui est l'organe premier de source de plaisir. La deuxième étape du développement de l'enfant, c'est ce que Freud a appelé le stade anal, c'est-à-dire l'enfant va contrôler ses sphincters.
et c'est un stade très important que l'éducation à la propreté, où là, il va maîtriser les choses. Le troisième stade, c'est ce qu'il a appelé le stade phallique, c'est-à-dire la découverte de la différenciation sexuelle. Et donc, l'enfant a besoin de découvrir ses organes, de jouer avec. Et c'est tout à fait normal que l'enfant se touche, etc. Ça fait partie de son développement. Et l'Oedipe, bon, là, c'est l'attachement de la fille au papa et du fils à la maman. Bon, en tout cas, ces périodes-là sont très importantes dans la vie de chacun. Alors, le problème, c'est que ces étapes, parfois, ne se passent pas bien et qu'il y aura des répercussions dans le grand âge. On va retrouver dans le grand âge des personnalités de type oral, de type anal ou de type phallique et qui vont avoir des comportements qui ne seront plus adaptés à l'âge. Mais ça veut dire qu'ils rejouent dans le grand âge des choses qui se sont mal passées dans leur petite enfance. Alors ça, je pense que c'est important de faire comprendre, puisque mon guide est vraiment destiné à aider les soignants ou les aidants à comprendre ce qui se joue dans la vieillesse. Parce que sinon, on ne leur permet pas de s'apaiser et de résoudre quelque chose si on est dans une attitude de refus, de rejet, de critique, etc. Alors, mais je reviendrai là-dessus après. Et donc, Freud, les étapes, c'est après la période de latence, c'est donc toute l'acquisition de la sociabilité et des apprentissages scolaires. Puis après, il y a l'adolescence, qui est une phase aussi très importante. Donc voilà, en gros, les étapes de développement de Freud. Est-ce que vous auriez envie de poser une question ou de m'interrompre? Je peux être interrompu, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que éventuellement vous avez un commentaire ou envie de partager quelque chose? J'ai une question, Chantal, tu as parlé, on m'entend, oui? Oui, Oui, ok. Je suis tout à fait intéressé par cette notion de répétition de choses ou de stades qui ne se seraient pas passés ou pas complétés, va-t-on savoir pourquoi. Et on dit aussi de la même chose pour cette fameuse crise de la quarantaine qui peut-être maintenant est la crise de la cinquantaine. Oui, oui. Juste pour ça. Oui, oui. Oui, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu comme si on a un programme de vie qu'on a réalisé dans les premières années de notre vie. Mais tout ne se passe pas toujours super bien. Et je vais expliciter davantage avec Erikson, qui est une approche très intéressante pour comprendre les choses. Et effectivement, on va traîner dans sa vie adulte des choses qui appartiennent à l'enfance ou éventuellement à l'adolescence. J'ai répondu? Merci, merci. Bon. À combien on est là ce soir? Je pense 9, mais ça a bougé plusieurs fois, alors ça bouge encore. Mais voilà. D'accord. Alors, je vous parle de la théorie d'Erikson. Erik Erikson est un psychologue américain qui a fait une théorie du développement fort intéressante parce que c'était le premier à associer aux étapes de la vie des tâches à réaliser. Et en fait, on va faire des liens très, très évidents entre, effectivement, les tâches qui ne se sont pas bien passées dans la petite enfance et qui vont ressurgir, les comportements vont ressurgir dans le grand âge. Et c'est une manière de réparer ce qui ne s'est pas bien passé à l'époque. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de capital et de fondamental à faire comprendre tant aux familles qu'aux aidants ou aux soignants.
parce que ça leur donne un éclairage sur les comportements alors qu'ils ont tendance à les rejeter, de dire que ça ne va pas, on ne peut pas tolérer ça. Mais s'ils se rendent compte que ça a vraiment un impact très fort pour calmer la personne, ben c'est bien intéressant. Voilà. Alors, Erickson, il a fait un découpage qui lui appartient, les premiers mois de la vie. Quelle est la tâche que l'enfant a à réaliser quand il est tout bébé, tout petit, tout bébé? Alors, est-ce que vous avez une idée là? Puisqu'on n'est pas nombreux, on peut répondre. Quelle est la tâche du tout petit bébé qui vient de naître? Qu'est-ce qu'il a à faire, ce petit bébé? Survivre. Ouais, et pour survivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Manger. Non, non, non. Non. C'est pas encore ça. Bien sûr qu'il a besoin de manger, mais qu'est-ce que le bébé doit absolument développer? Valérie, dis-moi. Pardon. Non, je pensais à la sécurité. Sécurité Non, affective. non, c'est pas encore ça. Il y a marqué faire confiance. Ouais, mais c'est pas pour ça. C'est pour enduire d'erreurs. Ah, non, ça marche. Attachement. Alors, Oui, d'attachement, sécurité. Attachement. le petit bébé, ce qu'il a à faire, c'est d'exprimer ses besoins et donc de crier quand il a mal, quand il a faim. Parce que il attend une réponse à ses besoins. Et la mère ne peut savoir que quand il crie, s'il n'est pas bien ou s'il a faim. Et donc, s'il a eu une réponse adéquate à ses besoins, eh bien, il va faire confiance en l'adulte et il saura demander. Il saura demander. Et donc, je vous raconte deux anecdotes qui sont en lien avec cette théorie et qui m'ont vraiment fait comprendre l'importance de cette théorie. Il y a quand je commençais à faire peu importe, je reçois quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui vient me voir, qui vient me revoir, qui était déjà venu, et qui me dit, il faut que vous m'aidiez à faire confiance. Je n'arrive pas à faire confiance aux hommes, c'est pas possible, je bousille ma relation avec les hommes parce que je peux pas leur faire confiance. Et je lui dis, racontez-moi un peu comment ça s'est passé quand vous étiez toute petite. Et elle me raconte, elle était issue d'une famille portugaise, elle était, je ne sais pas, la troisième ou la quatrième d'une famille où, donc, quand elle était née, elle était toute petite, sa mère travaillait dans les champs et l'amenait dans un couffin et elle disait aux frères, sœurs, vous vous occupez d'elle, etc. Et donc, cette gamine, manifestement, bébé, elle avait vécu la frustration qu'on ne répondait pas à ses besoins, que sa mère n'était pas là tout de suite pour elle. C'était ses frères et sœurs qui s'en occupaient plus ou moins bien. Ils étaient à peine plus âgés qu'elle, donc c'était pas une bonne protection. Et donc, elle revivait à l'âge adulte son incapacité de faire confiance parce que elle avait demandé petite et elle n'avait pas eu une réponse appropriée à ses besoins. Voilà. Donc, voilà un exemple. Et il y en avait un deuxième, bon, mais qui ne me revient pas, que j'avais en tête. Donc, ça, c'est les premiers mois de la vie, l'enfant attend une réponse à ses besoins. S'il n'a pas de réponse à ses besoins, il ne développe pas de la confiance, il développe de la méfiance. Et ce qui m'a frappé au début, quand j'allais dans les maisons de retraite, ce qui m'a frappé, c'était de voir tous ces gens qui attendaient qu'on s'occupe d'eux et qui ne demandaient jamais quelque chose, sauf certains. Il y en avait qui demandaient. Mais la plupart attendaient qu'on réponde à leurs besoins et ne savaient plus. Et ceci a été alimenté par l'expérience que j'ai eue avec une personne, une vieille paysanne que j'ai accompagnée et qui a été aussi très déterminante dans mon envie
d'aller former des gens dans les maisons de retraite suite à ce que j'avais perçu avec elle en maison de retraite. Alors, deuxième étape pour Erickson, c'est ce qu'il appelle la petite enfance. Et donc, c'est autour de 2-3 ans, l'acquisition de la propreté. Alors, sachez que l'acquisition de la propreté, eh bien, c'est la graine de l'estime de soi. Incroyable, mais vrai. L'enfant qui fait caca dans son pot, eh bien, il va être très fier de lui parce que il a contrôlé ses sphincters, il fait un beau cadeau à papa ou à maman, et donc il est très fier. Le problème, c'est que beaucoup de parents veulent que l'enfant soit propre, qu'il ne n'est pas propre assez vite, et qu'est-ce qu'ils envoient comme message à l'enfant? Tu es sale, Burk, c'est sale. Et donc, si on envoie trop ce message à l'enfant, eh bien, il va grandir avec de la mésestime. Il va grandir avec l'idée qu'il est sale. Alors, comment être fier de soi et avoir une bonne estime de soi si on s'est développé dans ce contexte? Et donc, voilà pourquoi, dans le grand âge, eh bien, les personnes âgées qui perdent la tête font des beaux paquets avec leur caca, ou bien maculent les murs, etc., parce qu'ils restaurent quelque chose de cette période-là. Voilà. Ça va? Bon, je trouve que cette théorie est intéressante. Alors après, pour Erickson, c'est l'enfance, c'est la scolarisation et la socialisation. Ensuite, c'est l'adolescence. Et là, l'adolescence est quand même une période très importante dans notre vie, parce que c'est là où nous allons construire notre identité sexuelle, d'être un garçon ou une fille. Et puis, pour se construire, on va se rapprocher des autres de notre âge et on va s'opposer aux parents. Et donc, je félicite toujours les parents qui ont des enfants rebelles. Quelle chance ils ont! Parce que sinon, ils font leur rébellion à 40 ans. S'ils ne passent pas bien cette période, ils risquent de devenir, d'exploser à 40 ans. En tout cas, il y a des liens, on peut faire des liens entre les âges, etc. Donc, pour Erickson, après, la période, c'est la maturité. Non, c'est le stade adulte. Et donc, là, on va s'investir professionnellement et dans sa vie familiale. Et puis, la maturité, et puis la vieillesse, voilà. Mais bon, c'est surtout les stades de l'enfance qui sont importants à comprendre pour comprendre ce qui se joue dans le grand âge. Donc, pour récapituler, je vous ai mis un tableau qui récapitule. Donc, l'importance d'exprimer ses besoins, et s'il y a une bonne réponse, on va faire confiance en l'autre. Sinon, c'est de la méfiance. L'importance de devenir propre, qui est le début de l'autonomie, de l'estime de soi. De 3 à 6 ans, c'est important que l'enfant ose entreprendre et prenne des initiatives. L'enfant a besoin d'explorer, de toucher, etc. Il ne faut surtout pas l'empêcher de faire ça, parce que c'est comme ça qu'il se construit. De 6 à 12 ans, il se socialise, et bien sûr, quand il évolue bien, si ça se passe bien, il évolue bien à l'école. Sinon, il se replie sur lui, il a des problèmes relationnels et des problèmes d'apprentissage. De 12 à 20 ans, c'est d'exprimer son identité sexuelle, professionnelle. Et s'il a une bonne réponse, il est indépendant, autonome, et sinon, il reste dépendant et il ne sait pas se positionner. De 20 à 45 ans, les liens d'intimité, avoir un statut professionnel, sinon, on échoue, on n'y arrive pas, on ne trouve pas de boulot, etc. De 45 à 65 ans, guider les générations montantes.
euh, on devient plutôt guide, enfin, tout doucement. Et ce qui est important à 65 ans, c'est de trouver des nouveaux buts, se trouver des nouveaux buts dans la vie. C'est ça qui nous maintient en vie. Si on n'a pas de but, on déprime, hein, on va pas bien. Donc voilà sur quoi j'insiste, parce que ça me semble vraiment très important d'avoir ces références théoriques, mais qui s'avèrent souvent très justes. Ça va? Aux questions ou questions ou contestations? J'ai une question par rapport à se trouver des nouveaux buts. Ouais. C'est une réflexion que je suis en train de mener pour moi, pour d'autres contextes. Cette notion de but donne une idée de direction et même pour aller plus loin, de monodirection. C'est une sorte d'objectif qui donne une direction. Attention, un but n'est pas nécessairement un objectif. C'est le chemin que je vais emprunter. Et ce qui est important, c'est de prendre un chemin. C'est pas trop d'arriver au but, mais en tout cas de prendre un chemin. Je voulais le mettre en contraste par rapport à, par exemple, s'épanouir, qui donne plutôt l'idée d'être toutes les directions, plutôt que but, qui est un chemin. Ah. C'est ça que je voulais questionner. Oui. Alors, pour moi, s'épanouir, ça n'est pas la finalité. Parce que s'épanouir, une fois que je suis épanouie, je deviens blette après. C'est le risque. Ce qui est important, c'est de tendre vers un épanouissement. Mais je ne sais pas, enfin, je sais pas. Si on fait de la méditation, peut-être qu'on peut être tout à fait zen et épanoui. Je ne sais pas. Ça, c'est une question de point de vue. Bon. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire l'impasse sur nos besoins. Nous sommes des êtres de besoin. Et qui dit besoin dit quelque chose de vital. Les besoins et les désirs, c'est deux choses différentes. Je peux désirer plein de choses et ne pas y arriver. Bon, je serais peut-être un peu frustrée si je n'y arrive pas, mais bon, je vais continuer d'être en vie. Par contre, si mes besoins ne sont pas satisfaits, là, je vais tomber malade, je vais aller mal, etc. Il faut vraiment que je satisfasse mes besoins. Moi, j'aime bien la théorie de Maslow, donc c'est Maslow qui a proposé ça, suite à une vaste enquête sur 10 000 personnes. Il a donc questionné sur les besoins. Il a ramené tout à 5 besoins fondamentaux. Et je trouve que c'est une vision qui est, bon, moi, qui me plaît bien en tout cas. Donc, la base de la vie, c'est les besoins physiologiques. Bien sûr qu'on a besoin de manger, boire, éliminer, etc. Mais ça ne suffit pas pour vivre. Satisfaire uniquement les besoins physiologiques, vous avez peut-être été informé de ce qui se passait en Roumanie lorsque Ceausescu était au pouvoir. Et quand on a découvert les orphelinats, en fait, ils faisaient des expériences avec les enfants. On retirait les enfants à leur mère, tout petits, et puis on les mettait dans un orphelinat où on ne s'en occupait pas. Il n'y avait pas de contact affectif, émotionnel, et ces enfants devenaient des monstres ou mouraient. C'était épouvantable, la manière dont ils étaient traités et ce qu'ils sont devenus, et beaucoup en mouraient. Donc, les besoins physiologiques ne suffisent pas. Le premier besoin psychologique qui nous détermine, c'est effectivement le besoin de sécurité. Mais ce besoin de sécurité, qu'est-ce qui fait qu'un enfant se sent en sécurité? C'est effectivement parce qu'on fait attention à ses besoins. Donc, on va le nourrir quand il a faim, on va le changer, etc. Et puis, on va le toucher, on va le prendre dans les bras, on va lui raconter des histoires, on lui chanter des histoires. Et donc, il va sentir un lien affectif, il va sentir de l'amour.
Et donc, si j'ai de l'amour, je me sens en sécurité. Pour que le besoin supérieur apparaisse, c'est les besoins relationnels. Besoin d'être aimé, d'être approuvé, apprécié, de faire partie de. Quand de trouver ma place, c'est aussi trouver ma place dans la famille, trouver ma place à l'école, etc. Et en tout cas, me sentir apprécié, me sentir reconnu. Quand je me sens apprécié et reconnu, eh bien, je vais pouvoir alors développer une estime de moi. Je vais pouvoir être fier de moi, content de moi. Et ça, c'est l'estime de soi. Et on a tous besoin d'une dose d'estime de soi. Ce qui est aussi en lien avec la... Si j'ai de l'estime de moi, c'est que j'ai de la confiance en moi. C'est que je réussis des choses et que voilà. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, ce qui va me permettre de me réaliser avec le potentiel que j'ai, peut-être de créer des choses, en tout cas, qui va me permettre de me réaliser tel que je suis profondément. Voilà, ça c'est la pyramide des besoins. Ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est quand quelqu'un ne va pas bien, une façon de l'aider, c'est une façon de comprendre et de se dire quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez cette personne. Ça peut être la sécurité, ça peut être le besoin d'appartenance, de reconnaissance ou le besoin d'estime de soi. Alors ces besoins, bien sûr, ils sont en partie liés à l'autre. C'est l'autre qui va me confirmer et m'apporter de l'estime de moi. Si personne ne me dit jamais tu es quelqu'un de bien, c'est bien ce que tu fais, bravo, etc. Si jamais personne ne me dit ça, j'aurai du mal de croire et du mal d'avoir de l'estime de moi. J'ai besoin de me sentir approuvé, apprécié et aimé pour bien évoluer, pour bien me développer. Et les besoins, c'est tout au long de notre vie. C'est pas que quand on est enfant. Nous avons tous besoin, quel que soit notre âge, de répondre, enfin d'avoir une réponse à ces besoins. Et le problème, dans les maisons de retraite, dans le grand âge, quand vous entrez dans une maison de retraite, quelle qu'elle soit, parce que je suis allée dans beaucoup de maisons différentes, eh bien, on se retrouve souvent en présence de gens qui vous disent « Je ne sers plus à rien. Moi, ma vie ne sert plus à rien. Je suis plus utile. Pourquoi est-ce que je vis encore ?» Et donc, il y a une pénurie, il y a un creux, il y a une baisse d'estime de soi très importante. Et comment on peut vivre bien si on ne s'estime pas, si on se sent inutile, si on se sent un fardeau pour l'autre, etc. C'est très compliqué. Et donc, c'est aussi le rôle du personnel de renvoyer des images positives à la personne, de lui montrer qu'elle reste importante encore. Voilà pourquoi je parle, ou je prends du temps pour travailler sur les besoins. J'aimerais bien partager avec vous. Vous avez des besoins aussi. Moi, mon besoin, c'est de vous entendre. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ce que je viens de dire? Oui, je voudrais bien poser une question. Ouais. Bonjour Chantal, je m'appelle Stéphane, je suis un grand fan. Bonjour. La question que j'ai, c'est est-ce que le fait de les faire parler, raconter leur vie à quelqu'un qui en particulier dirait je suis très vieux et inutile, est-ce que ça rebooste sa confiance en lui et son estime de lui de pouvoir transmettre? Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, même s'ils oublient qu'ils vous ont déjà raconté. Mais en tout cas, de continuer de faire comme si c'était la première fois. Alors, je vous raconte mon expérience avec ma vieille paysanne, pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration, parce que cette femme avait eu une vie très, très dure, et pourtant,
elle était très fière de tout ce qu'elle avait pu vivre et faire. Et il est arrivé un moment, elle cousait, elle faisait les vêtements de son mari, de ses enfants, elle faisait son jardin, elle faisait des kilomètres à pied, enfin c'était incroyable. Et est arrivé un moment où elle a perdu la vue, elle voyait quasiment plus rien, et elle ne savait plus coudre, elle ne savait plus enfiler une aiguille, c'était incroyable. Et donc, quand j'allais la voir très souvent, et elle me disait, tu sais, je sais plus rien faire, c'est pas possible. Enfin, elle se plaignait et je lui répondais, oui, c'est vrai, c'est terrible ce que tu vis. Et alors, quand elle m'entendait dire ça, elle se calmait et elle repartait sur son passé. Et elle me disait, oui, mais tu sais. Et puis elle racontait ce qu'elle avait fait extraordinaire. Et elle était heureuse de raconter tout ça. Et là, elle se sentait plus inutile. Elle se reconnectait à ce qu'elle avait été. Et c'est comme si c'était là, au moment où elle le vivait, tellement elle était associée. Donc c'est très important. Ou de faire raconter les histoires de vie des personnes âgées et d'écrire des petits livrets là, sur ce qui leur vie a été. J'ai travaillé avec les bénévoles des petits frères des pauvres qui, pendant une période, faisaient venir quelqu'un qui écoutait les récits des personnes et puis mettait en page et faisait une petite impression d'un livret de vie de chacun avec les éléments clés de leur vie. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient pu raconter et de ce qu'ils avaient été. Ouais. Si. Christian, j'ai le droit à une deuxième question. Non, parce que je ne suis pas certain de savoir comment réagir face à… Il y a pas mal de cas où des gens d'un certain âge ont tendance à tout de suite rentrer dans une comparaison sociale. La société était beaucoup mieux. Ah, Pardon. ben oui. Ça me fait quelque chose de le dire. La société était mieux avant, c'est devenu ceci, cela. Et bon, c'est pas toujours facile à écouter, à être d'accord, et on a presque envie de répondre en disant oui, mais attends, il y a plein de choses bien qui vont venir aussi. Et donc, je sais jamais trop comment réagir face à cette comparaison de société, quoi. Eh oui, mais c'est vrai pour eux, leur carte du monde, n'est-ce pas? C'est leur carte du monde. Et c'est vrai que pour eux, c'était comme ça. Alors, c'est rentrer, effectivement, les rencontrer là où ils sont et leur dire, ah oui, qu'est-ce qui était mieux? Comment ils trouvaient que c'était mieux, etc. Et on les fait parler de ce qu'ils ont aimé, de ce qui les ont touchés, de ce qui a été important. Et c'est les rencontrer là où ils sont. Ok, merci. De rien. Est-ce que ça ne va pas dans le sens de renforcer des croyances qu'on pourrait qualifier de négatives, en tout cas non utiles, puisque ça va gâcher mon présent de penser que le passé était mieux? Eh bien, moi, aujourd'hui, je trouve que le passé était mieux. Au moins, on se voyait en direct. Alors, c'est bien de se voir par Zoom. Mais bon, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus s'embrasser. Et je affirme que c'était mieux avant. Et au niveau, je peux poser une question? Oui. Je peux poser parce qu'en fait, moi, je suis aide-soignante et j'ai une formation en gérontologie et j'ai quitté la France parce que je ne supportais plus les conditions de prise en charge, sachant qu'une prise en charge en France, de moyenne, c'est 11 minutes. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Donc, en fait, moi, j'ai fait quelques petites formations comme ça parce que croyant que j'allais arriver avec mes petits sabots, montrer, j'ai appris plein de choses, mais en fait, j'ai été confrontée à, peut-être que ça a un peu changé, j'espère, mais à je m'en fous total parce que pas le temps, et puis c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Alors, donc, je suis partie en Suisse, et là, on est dans un autre monde. Hein. Ah oui. Et je suis partie en Suisse parce que la moyenne de prise en charge est minimum 1 heure. C'est magnifique. Et oui, donc là, et en fait, en Suisse, il y a quelques petites formations, mais très peu, et c'est tout naturel en maison de retraite de privilégier le bien-être à la longévité. Ouais. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on veut faire de nos vieux des chevaux de course,
Ouais. Et c'est déplorable, quoi. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourrait essayer de faire changer les choses, de privilégier la qualité que la longévité. Oui, mais aujourd'hui, les directeurs sont soumis à des contraintes administratives folles et c'est une question de rentabilité et c'est une question de sous. Et ils n'ont pas le choix. Et les gens sont pris en otage. Hein. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que bon, j'ai gravité beaucoup dans des structures, mais en même temps, même si le temps est court, etc., il y a ce côté relationnel. Et même en faisant la toilette, je peux parler à la personne, je peux avoir une relation vraie avec elle. Hein. Je suis pas obligée de la traiter comme un objet, quoi. Oui, bien sûr, oui, on est bien d'accord. Mais parfois, moi, j'ai été confrontée pendant qu'il y a une personne, elle est au lavabo en train de faire, je sais pas quoi, toute seule. Hop, on s'occupe de quelqu'un d'autre, de ce quelqu'un d'autre pour terminer. Hop, hop, hop. Enfin, c'était. Oui, non, c'est affreux. C'était juste plus possible à vivre. Oui. Par contre, là, aujourd'hui, je me régale parce que je suis revenue en France et je suis à domicile. Et là, on a vraiment le temps de privilégier la conversation. C'est sûr. Ouais. Mais c'est à domicile, malheureusement. Et je rencontre beaucoup d'aides-soignantes, même ma belle-sœur, tout ça, elles sont en France. C'est une moyenne de 12 minutes à peu près. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Et oui. Pour revenir avec l'histoire de C'était mieux avant, il y a justement dans la revue Philosophie de ce mois-ci qui disait qu'en fin de compte, 39% des Français n'ont pas confiance dans l'avenir et 55% considèrent que les choses étaient mieux avant. Et s'ils devaient choisir une époque, 65% retourneraient dans le passé, 30% resteraient aujourd'hui et seulement 5% voudraient être dans l'avenir. C'est très intéressant ce chiffre. Non, mais ça reflète bien l'anxiété face à l'évolution qui est tellement de plus en plus rapide. Et il est vrai que pour les gens qui arrivent à un certain âge, cette vitesse, cette rapidité, ces changements, c'est très difficile de s'y adapter. Hein. En France, je ne sais pas en Belgique, mais en France, dans peu de temps, tout passera par Internet. Donc, les déclarations d'impôts, la sécurité sociale et tout ça, on sera sur Internet. Et les gens qui ont 70 ans, 80 ans aujourd'hui, ils n'ont pas, ils sont jamais allés là-dessus. C'est compliqué. Bon, je peux continuer? À moi qui ai encore une question? Non, ça va? Alors, j'aime bien d'apporter une illustration sur l'inconscient, parce que même si je ne suis pas en orientation psychanalytique, quand même, je ne nie pas que nous avons un inconscient. Et donc, j'explique le fonctionnement de l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a des pulsions qui sont dans le ça. C'est ce que Freud a appelé le ça, les pulsions. Et c'est la première instance de l'inconscient qui se met en place chez le bébé. Très vite, l'enfant, quand il se construit, quand il a quelques mois, très vite, les parents lui disent « Attention, tu peux pas, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas là ». Et donc, l'enfant va intégrer qu'il y a des règles et qu'il y a un surmoi. C'est les interdits. Et donc, dans notre inconscient, c'est un champ de bataille parce qu'il y a les pulsions qui veulent sortir et les interdits qui empêchent les pulsions de sortir. Autrement dit, c'est épouvantable. Heureusement, il y a ce que Freud a appelé le moi, qui est le principe de réalité et qui va chercher à maintenir un équilibre à l'intérieur en mettant en place des mécanismes de défense pour que notre vie psychique inconsciente soit moins perturbée. Et donc, les mécanismes de défense inconscients
Bon, ça c'est tous les mécanismes que Freud a pointés. Et je trouve que c'est important de faire comprendre que nous avons des réactions qui sont complètement involontaires et qui visent à nous calmer pour apaiser l'angoisse qui monte à l'intérieur de nous. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ces mécanismes de défense? Vous levez un doigt si vous connaissez. Bon, il n'y a pas de doigt qui se lève, donc apparemment, vous ne connaissez pas trop. Alors, non? Le refoulement, oui. Le refoulement. Alors, ça veut dire quoi, le refoulement? On a fait abstraction à un événement, on l'a mis de côté, si on veut, et puis un jour, il ressort. Alors, il ressort par le biais d'un deuxième trauma, par exemple. En fait, le refoulement, c'est l'oubli. Notre inconscient nous protège et donc, il nous fait oublier des situations traumatiques, des situations difficiles, des situations de souffrance. Et c'est important. Ces mécanismes-là sont utiles pour notre équilibre. Le problème, c'est lorsque certains mécanismes deviennent trop fréquents, trop répétitifs. Là, on va tomber dans un problème psychiatrique. Mais le refoulement est très utile. Mais le problème de l'oubli, alors, c'est ce que Naomi Feil a pointé, c'est que dans le grand âge, tout ce qui a été refoulé a tendance à revenir à la surface. Mais ça reviendra d'une façon non rationnelle, d'une façon confuse. Et donc, c'est très important d'être à l'écoute de ce que les personnes racontent parce que c'est le moyen pour elles de se libérer des souffrances qu'elles ont vécues. Je vous raconte ce que j'ai vécu. Un jour, j'étais dans un cantou. Un cantou, c'est un lieu fermé où sont mis ensemble les personnes qui perdent la tête. Et c'est des petites structures d'une dizaine de personnes maximum. Et donc, j'ai fait des animations dans un cantou avec le personnel parce que on ne pouvait pas les faire partie du cantou. Donc, je travaillais avec elles et avec les personnes qui étaient désorientées. Et donc, c'était une maison de retraite pour des religieux. Et elles étaient en difficulté avec une religieuse qui était très confuse, qui était très perdue, qui pleurait beaucoup depuis quelques jours. Et cette femme répétait tout le temps j'ai perdu la clé, j'ai perdu la clé. Elle était très paniquée d'avoir perdu la clé. Et donc, pour rencontrer les gens qui sont confus, on va utiliser la PNL. C'est-à-dire qu'on va se synchroniser sur eux et qu'on va reformuler, reprendre ce qu'ils disent, etc. Et donc, la personne était assise à côté de moi et parlait de cette clé qu'elle avait perdue, etc. Et le personnel avait déjà cherché à comprendre ce qu'elle voulait dire, mais bon, bref, il n'y arrivait pas. Et donc, j'ai cette personne à côté de moi et tout simplement, je reformule, vous avez perdu la clé. Et puis, elle commence à raconter, mais ça a été de manière très décousue. En fait, c'était une religieuse qui était, je pense, institutrice dans un orphelinat. Maintenant, ce que je vous raconte, c'est les bribes que j'ai pu remettre ensemble, parce que tout ça est sorti en désordre. Et donc, elle me raconte qu'elle a puni une gamine et que elle était vraiment très, très triste d'avoir puni cette gamine qu'elle avait laissée dehors parce qu'elle avait laissé la porte fermée à clé. Et bon,
ça ressurgissait dans sa mémoire, elle se sentait très coupable d'avoir fait ça. Et donc, je lui ai tout simplement dit, quand j'ai compris le truc qu'elle racontait, je lui ai dit, oui, mais c'est important parfois de punir les enfants pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et c'est important de donner des punitions parfois. Et quand j'ai dit ça à cette femme, elle s'est calmée instantanément et elle a arrêté de pleurer et elle a arrêté de parler de la clé, etc. Bon. Et donc, je vous donne cet exemple parce que c'était un exemple de refoulé qui revenait à la surface et dont elle avait besoin d'être entendue et de se libérer. Et à partir de là, parce que je retournais plusieurs fois, cette femme n'a plus jamais parlé de clé et était calme. Donc, c'est superbe. Alors, le refoulement était effectivement typique et va réapparaître dans le grand âge. Ce qu'on va trouver chez les personnes âgées, c'est le mécanisme de projection que nous avons tous en nous à certains moments. Hein. Tout ça fait partie de la vie de chacun. La projection, c'est quand j'attribue à l'autre mes propres émotions et mes sentiments. Je suis fatiguée et je vais dire « comme tu as l'air fatiguée aujourd'hui ». Et l'autre va me répondre « moi, non, pas du tout ». Ah bon? Et là, je peux me rendre compte que je projette. Bon, alors, les personnes âgées vont projeter toute leur agressivité parce qu'elles peuvent être agressives aussi. Et elles projettent leur agressivité sur les autres. Le déplacement est aussi un mécanisme très fréquent, très typique. Par exemple, la personne âgée qui est en institution est très fâchée sur ses enfants qui ne viennent pas la voir ou qui ne viennent pas assez souvent, etc. Et les enfants viennent la voir et elle est charmante avec eux. Et puis quand les enfants sont partis, l'aide-soignante arrive et blanc, elle reçoit des agressions, etc. parce qu'elle n'a pu rien dire vis-à-vis de ses enfants. Elle a tout gardé et puis elle déplace sur le personnel soignant. Ou bien, on va agresser l'aide-soignante parce qu'on n'ose pas agresser l'infirmière. Voilà, c'est des phénomènes tout à fait courants dans les maisons de retraite. Donc, le déplacement, la projection, la régression. Alors, le fantasme parfois, mais ça devient souvent des idées délirantes. Il y a une retraitée un jour dans une maison de retraite où j'étais qui me racontait, enfin, elle marchait beaucoup, elle déambulait, et puis je l'avais accompagnée, je m'étais mise à côté d'elle, et elle me racontait que Ringo allait venir parce qu'il allait l'épouser et qu'elle allait organiser une grande fête et qu'elle allait inviter. Bon, mais bon. Je pense que c'était du fantasme et que ça devenait délirant. Voilà. Et donc, c'est important de savoir que quand les personnes sont là-dedans, ça veut dire qu'elles sont très angoissées. Parce qu'on a tendance à dire elles sont méchantes, elles me disent elles sont pas gentilles avec moi, etc. Non, la personne âgée n'est pas méchante. Elle vit des trucs, elle se libère de trucs grâce au mécanisme de défense. Voilà. Mais tous ces mécanismes-là nous caractérisent aussi. Hein. Ça fait partie de notre vie. Voilà. Est-ce qu'il y en a un sur lequel vous voulez revenir? Qu'est-ce que c'est, Chantal, la sublimation exactement? Alors, la sublimation, c'est trouver un comportement social admissible pour exprimer ce qui n'est pas permis socialement. Par exemple, les pulsions sexuelles sont normalement, bon, bref, mais les gens qui travaillent dans le domaine du porno, ils ont trouvé une façon socialement acceptable pour exprimer des pulsions sexuelles. On pourrait dire que les peintres d'il y a 2 siècles
qui peignait des nus était une façon socialement acceptable d'exprimer des choses à tendance sexuelle. Voilà. C'est des métiers qui sont… Oh, oui, là, ça va peut-être pas vous plaire, mais je le dis quand même. Les chirurgiens et les dentistes, ils ont des pulsions agressives pour découper les gens, pour leur arracher les dents. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ils ont trouvé une façon socialement acceptable pour écouler leurs pulsions agressives. Les gens qui font du catch, des sports très violents, c'est pareil. C'est socialement admis. Et heureusement d'ailleurs. Au moins, ils ne tuent pas les gens, ils ne les découpent pas en morceaux. Pourtant, ils sont habiles. Quoi? Ils sont habiles pourtant. Ah, certains, oui. Les tueurs, oui. Les dentistes. En principe, il ne faut pas trop mourir les gens, les dentistes. Voilà. Donc, j'insiste sur ces notions de psychologie qui, pour moi, sont des références pour comprendre mieux ce qui se joue dans la vie et dans le grand âge. Chantal, Oui. est-ce que quand une personne âgée est désinhibée, mais désinhibée, je ne pense pas à des choses sexuelles forcément, même pour des commentaires dans la rue, tiens, tu as vu cette dame comme elle est grosse, des trucs comme ça, est-ce que ça rentre dans ces catégories ou c'est tout à fait autre chose? Non, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Selon les zones du cerveau qui sont attaquées, il y a des zones du cerveau où il n'y a plus d'inhibition, effectivement. Ça peut être ça. Parce que quand tu dis désinhibé, effectivement, alors, je mettrais ça plutôt dans la régression. L'enfant, naturellement, la nudité ne lui pose pas problème, le petit. Et donc, il se balade tout nu, mais socialement, on va apprendre, il faut s'habiller, on ne peut pas être tout nu. Et on va retrouver des personnes âgées qui régressent à cette période de vie et qui se promènent toutes nues et qui n'en ont rien à cirer. Pour elles, ce n'est pas un problème d'être toutes nues. Il n'y a plus de notion de bien ou de mal, quoi. Oui, voilà, il n'y a plus de notion de bien et de mal. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est ça, on a tendance à dire, mais vous ne pouvez pas vous comporter comme ça ne va pas. Mais plus on juge, plus on dénigre les choses, plus la personne sent à ce moment-là qu'elle n'est pas dans les clous, alors qu'elle ne maîtrise rien du tout, qu'elle ne le fait pas exprès. Donc, quel comportement il faut avoir avec? Alors, il faut avoir un comportement bienveillant, mais gentiment, et de les ramener effectivement pour qu'elles s'habillent, mais gentiment, sans venir juger et dire « Oh, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne va pas ». Ce qui est une réaction assez spontanée. Et pour reprendre votre exemple du fantasme, la personne qui veut se marier, qui s'imagine qu'elle va se marier là avec Ringo en l'occurrence, vous la laissez dans son fantasme? Alors, moi, je l'ai laissé parce que qu'est-ce qui se passe quand on les contredit? Alors là, c'est la manière de développer de l'agressivité. Elles ne supportent pas qu'on les contredise et donc elles deviennent agressives, etc. Et là, on a des problèmes avec eux à ce moment-là. Donc, surtout pas les contredire. Alors, tout le monde ne tient pas les mêmes propos. Il y en a qui disent qu'il faut les ramener dans la réalité. Oui, mais quand on fait ça, on se rend compte qu'on se heurte à de l'agressivité. Ils peuvent frapper, ils peuvent crier, etc. Les calmer et je ne sais plus, de les amener sur autre chose tout doucement, pour qu'ils s'intéressent à autre chose et qu'ils oublient leurs idées. Diversion. Et on aura une meilleure relation avec eux. Ils ne vont pas vous rejeter. Bon, ils passeront à autre chose, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas sur leur idée, mais au moins, on aura évité des choses violentes. Ça veut dire, par exemple, faire un peu de diversion. Voilà. De temps en temps. Voilà. Mais toujours en allant
en les rencontrant là où ils sont. Et de leur dire, ah oui, Ringo, ah oui, c'est bien, peu importe, enfin, trouver une réponse. Et puis, on rebondit sur quelque chose qu'ils ont pu lâcher. Moi, je pense que je dis, ah oui, et vous voulez inviter qui à votre... Alors, elle avait commencé à me parler de celles des soignantes qu'elle aimait bien et puis de celles qu'elle n'aimait pas. Bon. Voilà. On n'a pas invité Sheila, non. Ah non, 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 c'était elle qui était choisie. Mais de tout ce que tu expliques, qu'en est-il de questions comme ça, de changement? Est-ce qu'on peut envisager, d'abord il faut qu'il y ait une demande, je suis d'accord, ou est-ce que c'est simplement une manière d'adapter l'environnement, et on fait partie de l'environnement, de s'adapter à la carte du monde, à la représentation du monde que la personne? Alors, à cet âge-là, moi, je ne serais pas orientée, enfin, si, je suis un peu orientée changement, mais pas dans le sens d'amener la personne là où elle veut, mais plutôt de lui permettre de retrouver du bien-être, d'être bien, d'être en paix, d'être bien et d'être en paix. Voilà, c'est ça qui m'importe. Et donc, je vais la rencontrer là où elle est. Et, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue et qui m'a vraiment très, très fort marqué quand j'allais dans une maison de retraite. Alors, le principe, donc, c'est d'utiliser la PNL et de se synchroniser. Et un jour, alors je faisais aller le personnel qui était en formation pratiquer des choses avec les résidents, et puis moi, je m'occupais d'une résidente aussi pendant qu'il faisait ça. Et je vais près d'une personne qui est assise dans son fauteuil, un fauteuil coquille, qui était attaché, qui regardait en l'air, la bouche ouverte et qui ne parlait plus. Et on m'avait dit, cette personne ne parle plus, on n'entre plus en communication avec elle. Et donc, je m'installe à côté d'elle et je mets ma main sur son poignet et je respire comme elle. Alors, elle me jetait, ah oui, quand je m'étais installée, je lui avais dit, je viens passer un moment près de vous. Et donc, je respire comme elle et je ne dis rien. Je vois qu'elle bouge un peu son pied, je bouge un peu mon pied alors que j'étais assise et les jambes croisées comme elle. C'est tout ce que je fais. Alors évidemment, quand on ne parle pas à côté de quelqu'un, le temps est très long. Hein. Et ça me semblait très long, je ne sais pas combien de temps je suis restée, mais ça a sûrement duré 2 ou 3 minutes. Mais je respirais quand même. Puis elle me jetait des coups d'œil, bon, et puis elle repartait en l'air, et puis à un certain moment, elle dit « Quoi faire ?» Bon. Alors, en bonne PNListe, je réponds « Quoi faire ?» Rebelote, resilence, etc. Une deuxième fois, elle me dit « Quoi faire ?» quelques minutes plus tard, et je réponds toujours pareil « Quoi faire ?» Et la troisième fois, elle me dit « Quoi faire contre la mort ?» Alors là, j'ai été secouée. Pour moi, ça a été punaise. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et je dis aujourd'hui, cette femme a senti que j'étais à côté d'elle, sans attente de rien, simplement d'être à côté avec elle. Et elle a pu me dire ce qu'elle sentait venir. Elle m'a dit quoi faire contre la mort. Bon, là j'ai avalé ma salive et j'ai répondu, je ne sais plus ce que j'ai répondu comme connerie, mais je pense que j'ai répondu une connerie, du style oui, on ne sait pas quoi faire contre la mort, ce qui était une interprétation. Alors que si j'avais tout simplement redit oui, quoi faire contre la mort, peut-être qu'il y aurait eu autre chose.
Mais toujours est-il que, bon, le temps était passé, je ne pouvais pas rester davantage avec elle. Mais en tout cas, cet exemple-là illustre bien l'importance d'être à côté de la personne, d'accueillir ce qu'elle vit et d'être avec elle là où elle est. Et il n'y a pas une idée de changement, mais tout simplement d'être présent avec. Et donc, cette femme est morte effectivement 2 mois plus tard. Et donc, elle m'avait livré ce qu'elle sentait qui était en train d'arriver, sans doute. Et c'était extraordinaire. Voilà, d'où j'ai reconnu l'importance de la PNL. Alors, pourquoi mon deuxième amour, c'est la PNL? Eh bien, parce que la PNL est orientée solution. Parce que c'est une vision de l'humain que j'aime bien. La PNL apporte quand même une vision très positive de l'homme, parce qu'elle s'adapte à tous les domaines de la vie, parce qu'elle est rapide et parce qu'elle amène un changement sans souffrance. Et puis sa philosophie. Voilà pourquoi j'aime la PNL. Vous contestez ou pas? On ne peut pas être d'accord, hein, c'est forcément, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Bon, d'accord. Non, changement sans souffrance, je mets un joker. Changement sans souffrance. Mais la PNL, elle nous montre comment changer à l'intérieur de nous nos pensées, nos croyances, etc. Et que si j'arrive à croire à autre chose, eh bien, les changements se font automatiquement. C'est simple. Ça n'est pas... on ne doit pas souffrir. On peut arrêter de souffrir très vite si on pratique la PNL. Voilà. Et que c'est vrai que la base de toute notre vie, c'est notre système de croyances. Hein. Mais bon, même les croyances, on peut arriver à les démonter. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite vision de la PNL en présupposant que vous savez déjà tout ça, mais bon. La PNL, c'est quoi? C'est comprendre son fonctionnement, s'ouvrir au changement, se mettre en ressources, ça peut être aider l'autre, et bien sûr, c'est communiquer. Comment on communique avec l'autre? Par la synchronisation verbale, non verbale, parce qu'on a un objectif de créer le rapport avec l'autre, et en utilisant le modèle de questionnement. Comprendre son fonctionnement, ça veut dire être au clair sur ce qu'on appelle notre index de conscience, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et nos comportements interagissent tout le temps. Et ça, c'est un outil très précieux de compréhension du fonctionnement et de l'impact de ça, qui est en lien avec nos systèmes de valeurs et de croyances. L'originalité de la PNL, c'est d'avoir montré combien nos sens sont importants, puisqu'ils sont à la base de tout ce que nous vivons. Et donc, les sens, on va les retrouver en étant attentifs dans le langage que nous utilisons, que celui de l'autre, pour s'adapter au même langage. Si quelqu'un est très visuel, c'est pas la peine de lui parler en kinesthésique, etc. Donc, de se synchroniser sur son langage. Et donc, le métamodèle, c'est le modèle de questionnement. Et le métamodèle aussi est important parce que ça montre comment nos pensées sont organisées dans notre tête. Et il nous amène à imaginer des choses qui sont pas justes, qui sont fausses, etc. Voilà. Ça, c'est la PNL. Pour moi. C'est ma carte de la PNL. Alors, je voulais insister sur les présupposés de la PNL, où je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés à ça pour aider dans les relations, dans la communication.
Donc, que chacun a sa carte du monde. Qu'il n'y a pas de réalité, il y a seulement des points de vue. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est quel animal que vous voyez? Une girafe. Une femme. Et un canard. Alors. Les deux, un lapin et un canard. Ah ouais, tu dis les deux. Moi, je vois les deux, à tour de rôle. Qui ne voit pas le lapin? Moi, je vois que le lapin. Ah, qui ne voit pas le canard? Ouais, moi. Alors, voilà le canard avec son bec et son œil. Ça, c'est le canard. Ah oui. Et là, c'est le lapin avec ses oreilles. Moi, je voyais que le lapin. Ouais. Chacun voit à sa mode. Et chacun a raison. Personne n'a tort. Et ça, c'est fondamental. Déjà, ça, quand on a compris ça, eh bien, les relations, ça va beaucoup mieux. Parce que ce qui nous pollue, c'est qu'on a tous raison. Moi, j'ai raison, pas vous. C'est ça qui pollue la relation. Autre présupposé important, on ne peut pas ne pas communiquer. Dès qu'on est en présence, il y a une communication qui s'installe. Je vous raconte une histoire vraie, très intéressante, qui a été trouvée par des Canadiens qui travaillaient en gérontologie, et un jour, il y avait un résident qui était très agressif, qui frappait le personnel et qui ne supportait pas qu'on le lave. Et avec l'autorisation de la famille, tout le monde, et des soignants, on a mis une caméra dans la chambre. Et on s'est aperçu que le personnel qui venait pour faire les toilettes, ils étaient paniqués, ils avaient peur. Ils avaient peur d'être frappés, de recevoir des coups. Et ils rentraient dans la chambre et ils ne regardaient jamais la personne dans les yeux ou en face. Ils regardaient ailleurs, ils n'établissaient jamais le contact par le regard. Ils se sont rendus compte de ça suite au film qu'ils avaient fait. Et donc, ils ont décidé après, quand ils ont pris conscience, de rentrer dans la chambre, de prendre le temps de regarder la personne, c'était un homme, de le saluer et puis de lui parler de ce qu'il venait faire pour lui. Et à partir de là, le comportement agressif de cette personne est tombé à l'eau. Il n'a plus été agressif. En fait, il n'était plus regardé, il n'existait plus. Et donc, par le non-verbal, le personnel lui a envoyé le message, on ne veut pas te voir, tu n'existes pas pour nous. C'est fabuleux. Bon, ben vous avez tous des expériences de ne pas vouloir communiquer, et pourtant, vous avez fait comprendre ce que vous vouliez, même sans parole. Hein. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, rencontrer l'autre est indispensable le rencontrer dans son modèle du monde est indispensable pour communiquer. Et ça illustre bien. L'un voit le 6, l'autre voit le 9, et chacun a raison. Chacun voit à sa manière. Et donc, accepter que l'autre voit le 6 et voit le 9. Ça rejoint aussi un peu la carte du monde. Chacun a sa carte du monde. Oui, bon, ça aussi, c'est pour vous amuser un peu. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un trompettiste et un visage de femme en même temps.
Sur le second? Oui, un trompettiste et une femme. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est selon, on regarde le blanc ou on regarde le noir. Si vous fixez votre attention sur le noir, vous voyez le trompettiste et sur le blanc, vous voyez la femme. Et de l'autre côté, non, c'est pas une question de blanc ou noir. Si vous regardez le blanc, vous pouvez voir deux choses. Moi, je vois un Indien. Oui, un Indien. Ou bien un bonhomme habillé en blanc. Là. Un Esquimau. Un Esquimau. Oui, c'est un Esquimau. C'est un Esquimau, oui. Oui, il est pas en blanc. L'Esquimau, c'est le visage là, c'est le petit bonhomme là, l'Esquimau. Voilà. Alors, l'importance du feedback, n'est-ce pas? Le feedback, c'est de l'information. Si, dans l'éducation, les enseignants étaient formés que ne pas donner enfin, il n'y a pas d'échec, tu as échoué. Non, 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 non. Qu'est-ce qui a fait qu'on a échoué? Donner de l'information. Ça permet de progresser. Et on ne progresse que si on a échoué. Quand on ne progresse jamais, ou quand on échoue jamais, on ne progresse jamais. Donc, le feedback, c'est très important. Et un autre présupposé de la PNL, qui est important aussi, chaque comportement que nous avons, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Une intention positive pour nous, pas nécessairement pour les autres. Mais le comportement que j'ai, même s'il n'est pas adapté, il me sert à quelque chose. Et je vous dirais, Naomi Feil, qui dit, derrière, la personne confuse a une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse parce que grâce à la confusion, elle va pouvoir se libérer des choses douloureuses qu'elle n'a jamais exprimées. Et donc, c'est un sacré recadrage aussi, mais c'est aussi l'intention positive derrière le comportement. Et donc, j'aime bien cette notion d'aborder la personne âgée avec cette croyance que derrière tout comportement qu'elle peut avoir, il y a une intention positive. Et si je découvre, ou en tout cas si je me branche là-dessus, je vais prendre du recul et je ne vais plus être dans la réaction. Et ça, c'est très important. Et la dernière, une personne en elle, toutes les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ou en tout cas, la personne en elle, toujours plein de potentialités. Alors, bien sûr, je l'ai nommé rapidement, l'importance du VACOG, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, qui sont les sens premiers qui sont en contact avec le monde et qui nous font organiser notre pensée. Donc, la synchronisation. Je vous ai raconté des histoires où je vous ai montré l'importance de la synchronisation. Donc, c'est la synchronisation corporelle, verbale, non verbale, la reformulation, etc. Qui est quelque chose d'essentiel dans la relation, quelle qu'elle soit. Et vous allez faire un petit exercice. Si je dis j'ai mal partout aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez? J'ai mal partout. Malou. Ah ouais, malou, malou. Question pour savoir où on a mal. Oui, oui, ça je peux répondre. Ah, j'ai mal dans le dos. Mais... Et ça a commencé à minuit 1. Oui, et ça a duré 3 heures. Mais bon, une phrase qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je me sens vieille. Tu es vieille. Merci. J'ai hésité à le croire. Maintenant, j'en suis persuadée. Eh oui, on entend souvent ça. Je me sens vieille. Qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend qui le dit. Une vieille. Bah oui, tu es vieille. Et alors? Oui, mais ça ne me plaît pas si tu me réponds comme ça. Là, je suis vexée si tu me réponds comme ça. Là, oui, tu te sens vieille. Oh. Vis-à-vis du métamodèle, il manque le comparatif. C'est est-ce que tu es plus vieille que les pyramides d'Égypte? Bon, ça dépend. Ça dépend comment je me sens vieille. Dans 5 minutes, tu vas demander si elle a été à l'école avec Nefertiti. Voilà. Moi, je dirais, tu as vécu beaucoup de choses. Oui. Oui. Le je me sens vieille, nous avons quand même tendance à répondre mais non, t'es pas si vieille que ça. Très souvent on dit ça. Vous ne voyez pas tout ce que vous faites encore à votre âge. Mais non, t'es pas si vieille. Il n'empêche que dans la communication, dans la vie, eh bien, nous ne sommes pas entendus parce que nous n'acceptons pas de rentrer dans la perception que l'autre a d'elle. Donc, dans ma vieille flamande qui me disait plein de choses comme ça, elle me disait, je me sens vieille. Et je lui disais, oui, c'est vrai, hein. Tu n'es plus comme avant. Et c'est dur de vieillir. C'est dur de constater qu'on ne sait plus faire tout ce qu'on faisait avant. Simplement de dire, oui, c'est vrai, c'est dur. Ça apaise la personne et là, elle se sent entendue dans ce qu'elle dit. Ou quand elle dit, je veux mourir. Ah non, le train, il est passé. C'est pas le moment. Mais je veux mourir. Pourquoi pas? Alors, ce que j'ai expérimenté beaucoup avec le je veux mourir, c'est de répondre simplement aux gens, ah bon, vous voulez vraiment mourir? Et très souvent, eh bien, j'obtenais une réponse non. Ils me disaient, non, je veux arrêter de souffrir. Ce qui est différent. Et beaucoup de gens qui disent je veux mourir, en fait, derrière, c'est effectivement la souffrance qu'ils ont et qu'ils n'ont plus envie d'avoir, quoi. Et à l'inverse, lorsque tu accompagnes quelqu'un qui est très malade, qui te dit je ne veux pas mourir. Ah. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. Je comprends. Tu aurais envie de vivre encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de vivre encore? Voilà. Je lui permettrai de parler de ce à quoi elle s'accroche, de ce qui est important pour elle. J'ai accompagné quelqu'un qui était en phase terminale de cancer et qui me disait je veux que mon mari s'occupe bien de mes enfants. Je veux être certaine qu'il va bien s'occuper de mes enfants quand je ne serai plus là. Et donc, elle voulait que ce soit moi qui soit le médiateur pour ça. Elle voulait que je dise ça à son mari. Mais elle disait aussi, je voudrais ne pas mourir tout de suite, alors qu'elle sentait qu'elle allait mourir. Bon, enfin. Donc, le métamodèle, il est utilisé. On m'a volé mes lunettes. Ah bon, qui vous a volé vos lunettes? Et puis, demander comment sont les lunettes, où est-ce qu'elles peuvent être, etc.
parce qu'ils ont souvent des plaintes de vol. Et quand on perd la tête, en tout cas, ce dont on se plaint qu'on est volé a du sens aussi. Ce sont des symboles qui sont importants, qui reflètent les valeurs de la personne ou ce qui est important dans sa vie. Bon, alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Bon, l'index de conscience. Tout le monde connaît l'index de conscience? Ouais. Et donc, je fais travailler les soignants là-dessus, hein, pour qu'ils prennent conscience de ce qui les traverse. Je les aide à changer de position perceptuelle, à apprendre à se dissocier, surtout. Ça, c'est très important. Alors, je vous ai mis une petite photo de Naomi Fell, qui est née en 1932 et qui, de toute sa vie, a travaillé auprès de personnes âgées. Et bon, cette femme, elle a vraiment apporté quelque chose d'important sur le plan des soins, un peu comme Elisabeth Kubler-Ross, de considérer les gens comme des personnes et d'établir la relation avec eux. Ça va? Et donc, ce qu'elle appelle la thérapie par la validation, validation thérapie, c'est-à-dire prendre soin et valider, ça veut dire reconnaître le vécu de la personne, valider ses émotions, ce qu'elle vit, etc. Si je les accueille, je les valide. Et du coup, je reste en lien avec la personne. Je ne coupe pas le lien. Oui, enfin, je vous ai raconté tout ça. Oui, la personne âgée ayant le sentiment d'être entendue et comprise pourra se libérer de ses angoisses, faire la paix en elle et donc affronter la mort plus sereinement. Parce que l'angoisse de mort est présente dans tous les êtres humains et pour certains, plus ils avancent en âge, plus cette angoisse de mort apparaît. Et donc, perdre la tête est une belle façon d'échapper à l'angoisse de mort. Si je régresse dans le temps et que je crois que je suis jeune, ben je ne vais pas mourir puisque je suis jeune. Donc, c'est magnifique. Et donc, bon, nous avons à travailler autour de notre propre mort. Et si vous voulez éviter de devenir Alzheimer, vous anticipez que vous allez mourir un jour et vous faites la paix avec votre passé. Donc, accompagner les personnes âgées, c'est d'abord les aimer, les respecter, les accepter, les observer, se centrer sur elles, établir un bon rapport verbal, non verbal, appliquer un questionnement adéquat, c'est reparler du passé pour l'accompagner dans ses souvenirs agréables ou pas, et la rencontrer dans son fonctionnement et dans ses représentations. C'est un peu tout ça. Ah oui, les facteurs de santé et de longévité, si vous voulez les prendre, je vous les donne. C'est établir de bonnes relations, rester en lien, cultiver la joie, l'optimisme, prendre soin de son corps. Donc, c'est l'alimentation, une alimentation saine et bouger. Entretenir son mental, trouver le sens de sa vie et continuer d'avoir des projets. Et pour terminer, c'est Voltaire. Voilà. Et voilà. Je m'excuse de m'être gourée dans l'horaire, mais bon, vous aurez vu que je suis un peu farfelue.
Il y a pas de souci. Ce que je trouve assez frappant quelque part, c'est, à mon sens, ce travail avec des personnes plus âgées et certainement comme ça, fortement âgées, on va dire, Ouais. est un formidable recadrage quant à nos attentes du changement qu'on voudrait sur l'autre, dans Ouais, nos ouais, ouais. attentes sur les objectifs qu'on voudrait arranger des choses, alors qu'en fin de compte, il est essentiel avant tout d'entrer dans leur univers Absolument. et de partager un moment cet univers avec eux, quoi. Ouais, ouais. Mhm, Ça, ça, je trouve que c'est... mhm. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai apporté? Je voudrais avoir un feedback pour m'améliorer, à part être à l'heure, mais un autre feedback. Christian, toi qui fais de l'aïkido, tu es le premier à dire que l'importance de souvent revenir aux bases. Et là c'est ce qu'on a vu avec les personnes âgées. On revient aux bases, la carte du monde de la personne, synchronisée. Finalement, les bases de la PNL, on y revient toujours. Absolument. Je vais juste ajouter juste quelque chose, mon petit grain de sel en termes de provocation. Comment associes-tu, je dirais, ce que j'appellerais une vision, on va dire, stricte de la PNL, c'est-à-dire pas de modèle antérieur ou quoi que ce soit, avec les modèles d'Erickson que tu as cités tout à l'heure ou avec d'autres. C'est-à-dire que là, on introduit une théorie et on pourrait être tenté de la valider ou de l'invalider d'ailleurs, alors qu'avec la PNL, a priori, on part avec une carte la plus vierge possible. J'ai du mal avec ta question parce que la PNL, pour moi, c'est l'essentiel de la PNL, c'est ce que je viens de citer par rapport aux présupposés, par rapport ça n'est pas l'optique du changement, c'est d'abord la compréhension du modèle du monde de chacun. Et pour moi, ça me semble vraiment une clé pour pouvoir être dans un accompagnement adapté à une réalité. Les personnes, enfin, je me suis occupée de gens de 60 ans qui étaient en dépression, qui avaient des problèmes, surtout de dépression, mais qui ont pu retrouver un équilibre, qui ont pu retrouver une joie de vivre. Mais 65 ans, il y a 20 ans, non, il y a 40 ans, ça commençait à être la vieillesse. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Mais par contre, quand on voit les personnes dans les maisons de retraite qui ont 80, 90 ans, je ne me vois pas utiliser mes outils de PNL avec eux. Si, peut-être pour leur apprendre de l'ancrage, pourquoi pas, ou de visualiser des choses positives. On peut avoir accès à ça. J'ai une jeune femme qui travaille en maison de retraite, qui fait des ateliers où elle explique les techniques d'ancrage et ça marche bien. Enfin, elle a du résultat, les gens se sentent mieux. Donc, c'est possible, effectivement, de travailler sur un objectif. Mais c'est une minorité, c'est pas une majorité. Hein. Je vais préciser ma question. Je veux dire, par exemple, une personne âgée qui a un problème parce qu'elle fait au lit ou refuse d'être lavée, on vous dit, tiens, ça correspond au stade anal de cette théorie-là. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, faire une hypothèse quasi imposée par un modèle. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. Alors, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi je donne ça? C'est pour amener la personne à prendre du recul. Parce que le problème, c'est que ils sont dans une réponse automatique catégorique. Ils se limitent. Et du coup, ils génèrent en eux un blocage vis-à-vis de la personne. Mais par contre, si j'ouvre mon regard, si je me dis, tiens, c'est peut-être pour ça, donc je vais prendre du recul et je vais réagir autrement. Peu importe les théories, on s'y accroche ou pas, mais surtout,
ce qui est important, c'est de prendre du recul et de devenir normand. Tête back, oui, tête back, non. Enfin, c'est ce qui me semble important, moi. Oui, dans ce sens-là, c'est effectivement ouvrant parce qu'en fin de compte, c'est le regard que tu offres aux personnes qui interviennent en disant, vous savez, ce n'est pas simplement une question de propreté, il y a Absolument. aussi des choses qui sont autour, qui vous élargira votre horizon. Voilà. C'est ça, d'accord. Ouais. Et surtout, si je peux me permettre aussi, les valoriser sur ce qui leur reste. Absolument. Absolument. C'est ce qu'on fait sans arrêt quand on leur maintient leur autonomie sur la toilette, sur peu importe, surtout les valoriser sur ce qui leur reste, sur ce qu'ils savent faire encore. Absolument. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des démarches, je dirais, pour oser le mot fort, défensives face à des personnes qui vraiment sont agressives ou très agressives pour 1000 raisons différentes, ça n'a pas d'importance, mais qui le comportement objectif observable est une agressivité, quelles qu'en soient les causes et les origines. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu travailles avec ces gens-là? D'abord, à comprendre les sources, les causes de l'agressivité. Parce que l'agressivité, j'ai du mal, si parfois, mais c'est rare, de croire que l'agressivité est gratuite. L'agressivité est une réponse à quelque chose. Quand j'ai raconté mon histoire d'absence de regard, il y avait une négation de la personne. Et les gens n'avaient pas conscience que non verbalement, ils induisaient l'agressivité de l'autre. Et que l'agressivité, c'est aussi le moyen de faire comprendre quelque chose. C'est qu'ils n'ont pas d'autre moyen. Donc, c'est analyser, c'est décortiquer toutes les causes possibles. Et bon, il se passe quand même des choses terribles dans les maisons de retraite. Hein. Des choses horribles et terribles. Mais j'ai une fois accompagné, c'était il y a 5-6 ans, c'était une dame qui était manifestement, je dirais, quand elle était jeune, son père était particulièrement autoritaire et il se retrouvait dans les 90 ans, parce qu'en Belgique, on peut se permettre le luxe d'avoir 90 ans, ce qu'on ne peut pas faire en France. Et lui avait cette croyance, parce qu'il avait vu sa propre mère, il avait cette croyance, la méchanceté me tient en vie. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'était quelque chose qu'il affirmait haut et clair et fort. Et en attendant, cette dame-là qui était toute pour l'aider, elle dit, je n'en sors plus, je n'arrive pas. Et l'explication, je dirais, c'était pas plus que ça. C'était simplement, lui, il continuait, il était encore plus autoritaire qu'autoritaire. Et dit, j'ai plus envie d'aller le voir, en fait. Et on se retrouvait avec cette situation-là, quoi. Alors, il n'y a pas d'explication à trouver. C'était la situation. Elle devait se positionner. Oui, elle devait se positionner. C'était le travail pour elle, bien sûr. Hein. Ce n'était pas le travail par rapport à la personne âgée. Oui, non, mais elle devait se positionner, dire stop et mettre des limites. Et c'est aussi à apprendre, ça. Hein. Mais il les shoot, hein. Il les drogue. Oui. En plus, oui. En plus, oui. Comme ça. Je peux me permettre une question. Vous avez dit que l'Alzheimer, et il fallait se réconcilier avec soi-même. Oui. Vous pouvez en dire un peu plus sur ce sujet? Alors, ce qui est intéressant de savoir par rapport à la théorie que Naomi Feil a développée, c'est qu'elle s'est rendue compte que de beaucoup de gens, bon, il y a 40 ans de ça, de 80 ans et plus, étaient étiquetés Alzheimer. Mais si on faisait une coupe dans le cerveau après leur mort, il y en avait beaucoup qui avaient un cerveau tout à fait normal. Donc, elle a développé sa théorie en disant, dans le grand âge, après 80 ans,
il peut y avoir des formes de comportement qui ressemblent à Alzheimer, mais qui sont une désorientation psychologique. Et cette désorientation psychologique, elle survient pour deux raisons. L'angoisse de la mort qui approche et des souffrances, des traumatismes refoulés qui reviennent à la surface. Et donc, si on est d'accord avec ça et qu'on comprend ça, on va faire en sorte de valider la personne dans ce qu'elle vit, dans ses émotions, etc., qui va ressentir qu'elle est entendue et qui va s'apaiser. Et dans ce cas-là, elle va pouvoir se calmer et aller vers la mort beaucoup plus sereinement, beaucoup plus paisiblement. Et donc, d'où l'importance d'être à l'écoute de ce que la personne peut vouloir dire d'une manière tout à fait confuse, etc., mais en sachant que ça a du sens pour elle. Tout a du sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que vous demandez. Si, merci. Oui. Bon. Ouais. Moi, j'ai une question. Je reviens à l'accompagnement d'une personne âgée qui, justement, elle ne veut pas mourir. Vous avez dit, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle a encore envie d'accomplir, de faire. Oui. Bon, suite à ça, une fois qu'elle vous l'a dit, c'est bien, c'est beau, mais... C'est l'accompagner dans ce qu'elle raconte et d'être à côté d'elle et d'accepter. Peut-être qu'après, je pense que c'est important aussi de lui parler de ce qui fait qu'on ne veut pas mourir. Qu'est-ce qu'elle pense de la mort, tout simplement, peut-être de lui demander ça. Qu'est-ce que la mort représente pour elle? Alors parfois, les gens veulent faire la paix avec leur famille ou je sais pas, et s'accrochent à la vie parce qu'ils ont envie de revoir leur famille ou les enfants qui ne voient pas. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas mourir? Est-ce que c'est souffrir, la peur de souffrir de trucs épouvantables? Je sais pas. Il faut lui demander. Difficile, hein, c'est délicat. Quand elle dit je ne veux pas mourir, vous répondez tout simplement ah bon? Et qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas mourir? Simplement poser la question. Ou elle répond ou elle répond pas, mais lui tendre la perche. Peut-être qu'elle la saisira, qu'elle aura envie d'en parler. On ne demande jamais ce genre de choses. Et pourtant, quand je dis je ne veux pas mourir, il y a quelque chose qui me pousse à dire ça. C'est que j'ai peur de quelque chose. De quoi on a peur? De l'inconnu. Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? Je sais pas. Et c'est l'occasion. Peut-être que l'accompagnant, enfin bon, moi en l'occurrence, on a peur de la réponse aussi. Hein. Ah oui, sans doute, ouais. Mais on peut oser, qui ne risque rien à rien. Il y avait quelqu'un d'autre qui disait quelque chose, non? Oui. Chantal, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait je veux bien mourir, mais ce que je ne veux pas, c'est souffrir? Oui. Ah ben, je comprends. Hein. Je comprends. Qui a envie de souffrir? C'est simple. Qui a envie de souffrir? Personne n'a envie de souffrir. Hein? Ah, je dirais, je suis d'accord. Jeune et belle comme Dalida. C'est la femme de Ringo, ça, non? Ça vous a frappé, Ringo? Oui. Non, c'était Sheila. C'était Sheila, la femme de Ringo. Sheila, elle a peur de mourir, hein, parce qu'avec les chirurgies qu'elle se fait.
Ok, s'il n'y a plus de questions, on va tout doucement clôturer. C'était passionnant parce qu'on a débordé largement d'une demi-heure, comme ça, tranquille, sans rien dire. C'est formidable. Encore une dernière question pour la route? Non? Un petit verre. La fin de l'atelier ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, donc c'est tranquille, hein, vous êtes tranquille après. Hein. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais il me reste, Chantal, à te remercier. C'était très intéressant. On s'est fait emmener dans tous ces détours et alentours. Et tu as terminé en nous ramenant sur la PNL. Et je trouve ça intéressant parce que ça donne un autre éclairage encore par rapport à tout ce que tu as proposé. Mais voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.